Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Culture étoilée ou illogisme amputé. Qui du rêve ou de la vie, du feu ou de l'esprit, de l'eau ou des sentiments, du destin ou des nuages, du vent ou des rides de la main, qui de ce willow ou du temps, qui pourra ravager l'autre, qui se verra embelli de l'expérience. Bété ouvrit les yeux lorsque cri les ferma. Ce dernier arriva vite sur les plaines, océaniques et végétales, de Diankanké. Il reconnut cet endroit, bien qu'il ne l'avait vu qu'à travers les paroles d'Ijo, son compagnon de découverte dans les prémices de l'apparition des couleurs singulières. Ici, il fit venir Mabi, un cheval marin aux ailes déployables. C'est sur son dos qu'il brava le déchaînement des eaux et des vents, convenu par la main de Mapuche. Celui-ci tenait fermement la jarre de terre contenant toutes les eaux du monde. Il versa en verso et créa les malheurs attentifs et les désirs subis du poisson-lune perçant, entraînant dans sa chute les sanglots de Pumi et l'oraison de Sasak. Et Tuareg, en volage, put guider cri par les nageoires de Mabi dans la cascade céleste. Ce versant chrysalide finit sa course déchaînée dans un abreuvoir immense, à la largeur induite par le pouce du géant Viet, éleveur de chimères. Dans son troupeau, au milieu du bétail habituel, on peut apercevoir des présences fantastiques. Entre autres indescriptibles, Acadia, la femme aimante du géant Viet, a nourri et choyé Pagongo, bouc ardent, et Baoulé, dragonne rampante. De l'union de ceux-ci émergea Katala, capricorne insatiable, ne quittant jamais l'abreuvoir céleste. Peut-être avait-il remarqué la présence de Cri dans son auge, peut-être l'aurait-il mangé, mais sans doute, la carcasse lumineuse de Mabi a suffi à ses tripes, et quoi que l'on oublie, les cycles le tracassent. Et toujours, à l'avancée du temps, chacun a sa place aujourd'hui ou demain. Et Katala sait bien qu'après lui vient Grika, et qu'aucune résistance ne peut avoir sa place. Grika n'est peut-être pas le plus méritant des monstres déiques, mais il aime à répandre le liquide de peur dans le sang de ses frères. Car il en a connu et emmagasiné des peurs. De sa tendre enfance bouleversée par son geôlier Azara, à sa mort empathique par le poison lent de la vieille Ézène, en passant par la compassion destructrice de son ami Kalmouk, ce Sagittaire-là a dans ses yeux l'arrogance des perdants et vole à volonté le repas de ses ombres. Et Katala s'incline, laissant Grika décocher une flèche dans le cœur de Cri. À ce choc indescriptible, Cri ouvrit les yeux, et Bété les ferma. Bété se retrouva propulsé dans la maison de Maguillard. Le corps de Cri était étendu au milieu de la bâtisse. À côté de lui, Mort pleurait, réconforté par Ngoni, la fille de Maguillard. L'hôte accueillit Bété en lui donnant matière. Ses pieds palpaient le sol, et de son avantage, il prit conscience de son rôle. Il arracha à Ngoni son collier doré, et l'imbibant des larmes de Mort, l'objet inerte prit vie sous le nom de Romanche. Ce scorpion argenté tourna autour de Cri, et tous étaient suspendus à son agitation. Puis, vivement, il piqua et planta son dard au creux de la main du patient. Ses yeux s'ouvrirent aussi secs, mais son corps ne bougeait pas. De ses pupilles projectrices s'immortalisa son double féminin, Ché. Celle-ci surprit tout le monde en écrasant Romanche de son pied gauche. Elle prit Cri sur son dos et Bété par la main, et sans un au revoir, ils franchirent tous trois la porte de la demeure et chutèrent dans le vide galactique. La chute dura une seconde éternelle. Ils atterrirent au sein de Shoshone, la balance imprévisible. Et les voix de Yanomani, Atna et Saxo retentirent, chacun donnant son prix à cette enchère nourricière. Mais Shoshone ne bougea pas, et les trois compulsifs se fatiguèrent bientôt. Le silence revenu,
Bongo se leva pour donner la parole à sa vierge amie, Dogon. Elle voulut prononcer ces mots, mais Shoshone ne lui en laissa pas le temps et bascula en sa faveur. De là, tout alla vite. Falasha confia à Dogon les 3 éperdus et elle prit en mission de filer le destin. La course commença. De par le palais d'Otento, elle franchit les portes une par une en plaçant Cri, encore endormi, Bété et Ché dans sa poche gauche. L'endroit leur parut confortable et apaisant. Ils ne virent rien de la chevauchée de Dogon, ni les grands escaliers immaculés de Maori, ni le seuil du haut monde gardé par Orang, ni l'arrivée aux frontières du cirque de l'eau. C'est ici que la Vierge protectrice plaça les 3 destinées, et que d'un baiser simple, elle permit à Cri de reprendre ses esprits. Le trio resta hébété et impuissant, émerveillé et reconnaissant. Et sans mot dire, Dogon s'avança vers Sorab, le lion roi du cirque de l'eau. Elle se laissa avaler par l'empereur céleste. D'ici, plusieurs possibles voient le jour, et qu'importe le choix, tout sera dit et oublié. Avant eux, Sui, Tamang et Uvé avaient usé de la ruse, la force et la violence pour venir à bout de cette bête terrifiante. Mais eux, guidés par leur instinct insouciant, se laissèrent dévorer par Sorab. Les lumières et les sons se métamorphosèrent, comme émanant d'une autre réalité. Après une procession hasardeuse dans le chaos, ils se retrouvèrent face à Wa, un scarabée aussi impressionnant que l'étendue des mondes. Il les fixa, les immobilisa de ses yeux hypnotiques. Derrière lui, 2 portes majestueuses apparurent. De celle de droite s'avança Algonquin, de celle de gauche, Baluba. Ces 2 êtres étaient semblables en tout point, et leurs gestes étaient comme synchronisés par un esprit commun. Algonquin attrapa Bété, et Baluba saisit Cri. Tous les 4 repartirent dans les dédales du labyrinthe caverneux, laissant Ché seul face à Wa. Le regard insistant de Wa pétrifia Ché, qui sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se vit disparaître dans un abîme infini, entre du serpent Bontu. On ne revit plus Ché pendant un long moment, et le temps eut ses effets. Cri et Bété se cherchèrent du regard, comme pour immortaliser cette séparation latente au gré des cycles prédéfinis. Après un long parcours dans ces couloirs inodores, les Gémeaux déposèrent leurs protégés dans une grande salle ronde, totalement murée, avant de disparaître main dans la main dans un nuage de fumée. Ils le savaient, cette pièce était le cœur même du labyrinthe céleste, le centre du centre. Bientôt, les murs, le sol et le plafond allaient disparaître, laissant la place à une sphère d'apesanteur. Ils se mirent à graviter, s'éloignant puis s'approchant l'un de l'autre, dans le noir saisissant. Puis, ils s'éloignèrent à nouveau, comme attirés l'un et l'autre par 2 forces opposées. Bété atterrit sur le dos de Kohari, le taureau ailé, qui l'emmena pour un long chemin à travers les astres. Cri observa cette séparation ultime, non sans tristesse, non sans joie. Puis il ressentit un choc. Il savait. Bété avait rouvert les yeux. Se retournant, Cri saisit par habitude ou par instinct les 2 cornes du bélier kabyle qui s'élança à travers le vide. Et il vit défiler ces visages qu'il connaissait si bien. Kasonkea, la reine du temps à l'auréole divine. Kistine, la grande et puissante, au trône glacé. Loba, la guerrière ardente. Moriori, la nourricière natale. Chippewa, la belle irrésistible. Quiché, la troublante savante qui lui adressa son clin d'œil. Puis ce fut le plongeon dans les eaux chaudes et accueillantes d'Irifien qui donne la source à toutes les eaux de Yarna. Dans cette noyade agréable, les serpents se mordirent la queue. Cri ouvrit les yeux lorsque Bété les ferma. Ce dernier arrivait vite sur les plaines océaniques et végétales connues de tous. Et de leurs pupilles vivantes et voyantes, à eux 2 comme aux 7 milliards semblables, les rêves s'imbriquent et se disloquent.